Bon, ben, chose promise, chose due. Aujourd'hui, je vais vous refaire l'oral que j'ai fait l'année dernière à Châlons en histoire. Donc, je prends mon brouillon et j'essaye vraiment de vous le faire de mémoire avec le PowerPoint que j'ai récupéré, à la nuance que je ne sais pas comment ça s'est fait, mais lorsque j'ai récupéré le PowerPoint à Châlons, toutes les images qui étaient dessus ont disparu. Donc effectivement, j'avais fait beaucoup d'analyse de documents pendant l'épreuve, ce qui permettait de meubler, de dire pas mal de choses. Donc là, ce ne sera pas le cas. J'ai juste récupéré un ou deux documents dont je me souvenais vraiment les avoir exploités. Mais voilà, c'est pas évidemment l'oral tel que je l'ai fait à Châlons. Hein. Faut en avoir conscience. Faut avoir conscience aussi que là, je vais être statique, alors qu'à Châlons, je bougeais beaucoup. Voilà, moi, j'ai besoin de bouger, de poser ma voix. Mais au moins, pour ce qui est de l'introduction, pour ce qui est du plan, pour ce qui est de la problématique, voilà, vous allez voir ce que j'ai fait. Et ensuite, dans une deuxième partie de la vidéo, eh bien, je vous montrerai, brouillon à l'appui, comment je me suis organisé dans mon travail, dans la gestion du temps qui est, je pense, la plus grosse difficulté de l'épreuve. Et aussi les questions qui m'ont été posées et les réponses que j'ai données. Ça, c'est vraiment un réflexe que j'ai eu, le côté... je ne sais pas si j'ai fait ça pour la postérité, mais je suis sorti de l'épreuve, j'ai noté de mémoire toutes les questions qu'ils m'avaient posées, toutes les réponses que je leur avais données, et vous allez voir finalement si j'ai été bon, si j'ai été mauvais. Mais voilà, ça vous donne une idée finalement, quel type de questions peut-on poser à un oral d'agrégation. Bon, la réponse en fait c'est tout type de questions. Hein. Bon, sur ce, allons-y. Franchement, j'ai le stress. J'ai le stress comme si j'étais à Châlons, c'est horrible. Dans les commentaires, franchement, dites-moi ce que vous en pensez, ce qui aurait pu être éventuellement amélioré, ce qu'au contraire vous avez plutôt bien apprécié. Mais par contre, soyez hyper indulgents, parce que franchement, c'est un exercice horrible que de revivre deux fois son oral d'agrégation, sachant en plus que sur YouTube, il y a de très sympathiques collègues comme vous qui traînent, mais aussi potentiellement des élèves. Bon, bref, allez, trêve de discussion. Le sujet, c'était les déportations 1939-1945, terminale. Parce que vous avez soit moi j'avais déjà passé la géographie en collège et ça c'était mon épreuve de histoire lycée. Donc allez, donc le jour de l'agrégation j'avais un timer là que j'avais volé à mes enfants, alors pas sur téléphone, sur un joli cadran, et je trouve que ça c'est très aidant. Je m'étais mis des petites barres pour savoir très précisément quand est-ce que je devais finir mon introduction, ma première partie, ma deuxième partie, et ça me permettait de savoir s'il fallait que j'accélère ou au contraire que je meuble. Voilà, ça je vous le conseille ardemment. Vous achetez un timer comme ça là, un timer de 1 heure, hein, parce que moi pour mes enfants j'utilise celui de 20 minutes plutôt, mais voilà, ça vous aidera pour l'agrégation, et puis ça peut, en tant que parent, franchement c'est chouette, quand vous leur dites là tu me laisses tranquille pendant 10 minutes, au moins ils le visualisent le 10 minutes. Bon. Ah, c'est horrible, juste. Bon, bref. Allez, allons-y. Let's go. Adolf Eichmann, le 20 janvier 1942, déclare à Wannsee devant les plus hauts représentants nazis qui seront avec lui chargés de la mise en place de la solution finale. Le Führer ayant donné son approbation, l'évacuation des Juifs vers l'Est remplace maintenant l'émigration. Ne nous y trompons pas. Derrière l'euphémisme de l'évacuation, se met en place un projet sans précédent de déportation de l'ensemble de la population juive des pays occupés, soit environ 11 millions de personnes, en vue de leur élimination. Le pluriel de la question, les déportations 1939-1945, invite cependant à traiter des déportations dans leur diversité. Déjà, la diversité des déportations créées par le Troisième Reich. Nous pensons tout d'abord aux Juifs, dans le contexte de la Shoah, dont près de 5 millions furent tués, dont 3 millions pour la seule Pologne, 90% des Juifs polonais, et 75 000 pour la France, soit 28% des Juifs résidant en France. Mais les déportations touchèrent aussi les Tziganes, c'est-à-dire des populations nomades qui n'ont pas toutes été déportées. Elles étaient déportées suivant des niveaux de sédentarisation ou d'aryanisation que les nazis évalués. Ainsi, on considère qu'environ 200 000 Tziganes furent éliminés durant la Seconde Guerre mondiale par le Troisième Reich, dont 16 000 étaient allemands, 80%, 35 000 polonais, 70%, 40 000 yougoslaves, 36%
des Tziganes yougoslaves et 36 000 Roms, soit 12% des Tziganes vivant en Roumanie. Mais outre les Tziganes et les Juifs, il s'agit aussi des déportations des prisonniers politiques. En effet, le Troisième Reich a mis en place une politique des otages, déportant ainsi, en plus des Juifs, les communistes, les résistants de tout ordre. Nous pouvons penser aussi aux prisonniers de guerre, dont le retour dans leur pays d'origine, y compris sous des régimes collaborationnistes comme la France de Vichy, fut extrêmement tardif. Nous pensons aussi aux témoins de Jéhovah. 30 000 environ furent déportés parce qu'objecteurs de conscience, refusant de servir dans l'armée nazie. Les homosexuels, même si dans ce cas la situation est subtile, car seuls les hommes homosexuels étaient visés par la déportation, et seuls les hommes homosexuels allemands. Les seuls Français homosexuels déportés, 62 au total, furent des Français d'Alsace-Moselle, donc aux yeux du Troisième Reich, des homosexuels allemands. Enfin, pensons aux handicapés, déportés et éliminés dans le cadre de l'opération T4, touchant essentiellement le handicap mental. Cette élimination fut mise en place au tout début de la guerre, entre août 40 et août 41, et concerna 70 000 personnes. Mais outre la diversité des victimes, analysons aussi la diversité des bourreaux. Si le Troisième Reich déporta abondamment et élimina un grand nombre de groupes sociaux, pensons à l'URSS, qui déporta aussi dans les goulags les nationalistes, qui composaient des franges réfractaires des différentes républiques socialistes. Pensons aussi aux contre-révolutionnaires, aisément qualifiés de koulaks et déportés pour cette raison. Pensons aussi au Japon, où il y a une double déportation qui se met en place, le travail forcé de main-d'œuvre chinoise ou alliée, française, britannique, déportés pour travailler notamment dans le cadre du chemin de fer mis en place entre la Thaïlande et la Birmanie. Mais aussi la déportation des femmes de confort, en l'occurrence plutôt chinoises et coréennes, déportées pour servir de prostituées forcées dans les armées japonaises. J'ai trouvé peu de documents à la bibliothèque sur ces éléments-là, mais je tiens à les citer, même si je le fais du coup de mémoire, pour essayer d'évaluer finalement la diversité des situations. Enfin, au-delà des déportations pour éradiquer des populations, se pose la question du STO, le service du travail obligatoire parmi les déportations. Par son caractère obligatoire, à partir de 1942 en France notamment, il rentre dans la définition de déportation comme déplacement forcé. Nous y reviendrons dans notre troisième partie concernant les enjeux mémoriels, car c'était une déportation taboue dont les survivants n'ont pas aisément pris la parole. Nous exclurons en revanche les civils qui ont fui devant la progression des troupes allemandes dans le cadre de l'Exode, par exemple, dans le nord-est de la France, en mai 1940, car là il s'agit d'un mouvement plutôt spontané des populations et non pas organisé par l'État. Nous voyons donc que l'expérience de la déportation fut extrêmement variable. Nous pouvons distinguer 4 types d'expériences. Ceux qui furent tués dès leur descente du train dans des centres de mise à mort comme celui de Birkenau. Il y a, pour ces déportés-là, extrêmement peu de survivants. Les sondeurs commandos et ceux qui auraient survécu ensuite aux marches de la mort lors de l'évacuation de ces camps devant la progression des troupes soviétiques. Il y a les déportés qui ont fait l'expérience du travail dans des camps de concentration, qu'il s'agisse de ceux du Troisième Reich ou des goulags soviétiques. Il y a le travail forcé itinérant. Là, nous pensons au chemin de fer vers la Birmanie mis en place par les Japonais. Là, la main-d'œuvre déportée n'était pas fixée à un lieu, comme dans le cadre des camps de concentration allemands ou soviétiques, mais se déplaçait au fur et à mesure des besoins de l'armée japonaise. Et enfin, la prostitution, qui elle aussi suivait l'armée japonaise au fil de sa progression, puis de sa retraite à partir des années 43. Où, quand, qui, comment, pourquoi les déportations? Répondre à ces 5 questions invite à mettre en avant la diversité des situations, dont le seul élément commun est le contexte de la guerre.
une guerre faite de brutalisation, avec une pensée millénariste, qu'il s'agit pour les nazis de construire un Reich de 1000 ans, ou pour le Japon de construire un vaste empire qui s'étende tout autour du Pacifique. C'est aussi le contexte de la Seconde Guerre mondiale, on le voit aisément à travers les bornes chronologiques 1939-1945, qui ont ajouté de la confusion et rendu possible une partie de ces déportations. Historiographiquement, beaucoup d'ouvrages traitent de ces questions-là et abordent notamment les enjeux mémoriels. Car à la libération des camps, c'était le silence qui prédominait. Et il a fallu du temps pour que les victimes en parlent, souvent à la demande de leurs enfants ou de leurs petits-enfants, afin de reconstruire une histoire familiale brisée par la guerre. Raoul Hilberg, dans La destruction des Juifs d'Europe, proposa le premier une synthèse. Puis d'autres historiennes, comme Annette Vivorka, travaillèrent véritablement sur les enjeux mémoriels et la question du témoignage. Comment, finalement, à partir de cette expérience subjective relatée par les témoins, construire une histoire objective permettant de penser l'impensable. À partir des années 80, d'anciens déportés commencent à témoigner en milieu scolaire. Ces déportés étant désormais pour la plupart morts, nous sommes à l'ère des témoins, ceux qui ont eu l'occasion d'entendre et de voir ces témoignages pour continuer à parler de ce passé et à permettre que l'histoire se construise. Le film Les Héritiers raconte ces difficultés et cette nécessité d'en parler à l'école, car comme l'a montré un sondage mis en place par l'IFOP, là où pour les plus de 65 ans, la question de la Shoah s'apprenait en famille pour 28% d'entre eux, seuls 8% des 18-24 ans l'ont appris en famille. Au contraire, pour cette tranche d'âge-là, 76% l'apprennent à l'école. Il y a donc un rôle déterminant de la part des enseignants d'histoire-géographie dans l'enseignement de ces déportations, et nous y reviendrons dans notre transposition didactique et pédagogique. Notre problématique sera la suivante. Comment les belligérants de la Seconde Guerre mondiale firent du conflit un écran et un écrin pour leurs nombreuses déportations? À travers l'écran, nous verrons qu'il s'agit d'un objet interposé qui dissimule ou protège, mais aussi sur une surface sur laquelle on reproduit l'image d'un objet, une propagande qui va venir nier en permanence les éventuelles fuites concernant ces déportations. Du latin déportatio, qui apparaît au XVe siècle, la déportation est au départ une peine politique, afflictive et infamante, qui consistait dans le transport définitif d'un condamné hors du territoire, notamment du territoire continental français. Pensons aux déportés envoyés à Cayenne, notamment lors de la Commune. Dans une première partie, nous verrons que pour mettre en place les déportations, il faut créer, ficher, installer une propagande qui progressivement déshumanise les individus, les fiche, puis les rassemble. Et que finalement, la déportation s'inscrive dans un processus plus large. Elles ne sont qu'une étape. Enfin, nous nous poserons la question des motivations de ces déportations. S'agit-il de déporter pour anéantir? Nous sommes après tout dans la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte de guerre d'anéantissement, du moins sur certains fronts, comme le front Est, entre le Troisième Reich et plus largement les forces de l'Axe et l'URSS, ou en Asie, entre le Japon et la Chine, le sac de Nankin, par exemple, l'atteste. Et enfin, nous verrons, dans une troisième partie, plus historiographique, la nécessité d'historiciser les déportations, d'accepter les enjeux mémoriels pour en construire une histoire qui ne se limite pas aux enjeux judiciaires, par exemple, mis en place lors des procès de Nuremberg, lors du tribunal de Tokyo, et puis ensuite lorsque de hauts dignitaires comme Eichmann, cité précédemment, qui fut jugé à Jérusalem. Tout d'abord, déshumaniser. Pourquoi la déshumanisation rhétorique
est un préalable indispensable aux persécutions. En effet, avant de déporter, il faut rendre celles-ci, ces déportations, possibles, acceptables pour la population. Même des régimes totalitaires doivent composer avec une certaine forme d'acceptabilité sociale. Ainsi, la nuit de cristal, le 9 novembre 1938, où de vastes pogroms secouent toute l'Allemagne, est révélatrice de la passivité de la population allemande face aux violences antisémites. Rappelons que durant cette nuit, 2000 juifs furent tués, puis 30 000 furent déportés par l'État qui rendait les juifs responsables de ces violences. Nous pouvons là faire une comparaison avec le génocide arménien, mis en place par l'Empire ottoman durant la Première Guerre mondiale, où Enver Pacha, le ministre de l'Intérieur, déshumanisait les Arméniens, les associait au bacille de la peste. Klemperer, dans son étude sur la langue du Troisième Reich, montrait justement cette nécessité de ne plus considérer le groupe social stigmatisé, repoussé, comme étant humain. Ils étaient associés à des animaux nuisibles, des rats, des poux, voire à des virus, des maladies. Ainsi, l'exclusion de ce groupe du corps social est présentée comme une nécessité, comme un geste défensif. Mais comme nous l'avons vu dans l'introduction, les déportations ne se limitent pas au cas nazi. Dans la rhétorique soviétique, il s'agit là plutôt de liquider en tant que classe. Nous sommes alors dans un contexte qui suit la dékoulakisation, mise en place à partir de 1929 par Staline. Mais s'il s'agit de liquider le koulak en tant que classe, de liquider, pour reprendre les termes de Joseph Staline, les contre-révolutionnaires, dans les faits, ce sont des nationalités qui sont visées. Enfin, le Japon, qui prétend porter un discours sur l'émancipation de peuples indigènes colonisés par les puissances européennes, finalement, on ne fait que masquer là imparfaitement une domination impérialiste et raciste, où finalement au préjugé colonial se juxtapose un préjugé particulièrement infamant, par exemple concernant les Coréens ou les Chinois, profondément dévalorisés par rapport au peuple japonais. Une fois les populations déshumanisées dans les propos, dans la propagande, il s'agit de ficher, de rassembler. En effet, ces déportations ont eu lieu pendant la guerre. Et pourtant, un travail préalable de fichage de ces populations fut fait avant le conflit. Pensons, par exemple, en France, que l'assignation à résidence des populations nomades, c'est-à-dire des tziganes, qui étaient suspectées d'intelligence avec l'ennemi, parce que parfois proches des frontières, parfois ne parlent pas la langue nationale, eh bien, cette assignation à résidence a été faite avant Vichy. Le premier camp pour tziganes voit le jour en Lozère, à Rieux-Cros, le 21 janvier 1939, pour y rassembler les étrangers suspects. Je tire cela de l'émission Le cours de l'histoire sur France Culture, qui s'est intéressée durant toute une semaine à l'histoire des nomades et qui a montré que finalement, la politique anti-tzigane mise en place par le régime de Vichy s'inscrit dans une politique beaucoup plus large dans laquelle déjà la Troisième République avait sa part de responsabilité. Pour continuer sur Vichy, ou la Révolution nationale, pour reprendre le terme officiel, le statut des Juifs voit le jour dès octobre 1940. Il s'agit de se faire connaître. Le 2 juin 1941, le recensement des Juifs est rendu obligatoire. Le port de l'étoile jaune, pour les distinguer, est ainsi la première étape. Une fois que ces individus sont identifiés, ils sont souvent internés. Pensons aussi par exemple aux républicains espagnols. Mais nous distinguerons là les collaborateurs qui suivent ainsi les directives mises en place par le régime de Vichy, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, qui a joué un rôle dans la déportation, notamment dans la rafle du Vel-d'Hiv, des collaborationnistes qui jouent un rôle encore plus actif finalement dans la traque de ces populations et qui souhaitent, pour reprendre les termes de Pierre Laval, la victoire de l'Allemagne.
Nous avons cité au préalable la conférence de Wannsee dans la banlieue berlinoise, qui le 21 janvier 1942 marque le début de la solution finale. Cette décision fut vite suivie des faits, car 2 mois plus tard, le 27 mars 1942, le premier convoi de déportés part. Et enfin, le 11 juin, Eichmann décide le transfert à l'Est de tous les Juifs occidentaux. C'est justement, probablement parce que l'Est était alors le théâtre de cette guerre d'anéantissement, qu'alors elle semblait peut-être aux nazis plus propice à servir d'écrin pour le génocide voulu. Car en effet, les déportations sont une étape d'un processus plus large. Contrairement à ce que laisse entendre la propagande, qui ne parle que de relocaliser des Juifs en Europe de l'Est pour les faire travailler, pour le Troisième Reich, la déportation n'est pas un but en soi. C'est une étape d'un processus. Il est explicitement dit, lors de la conférence de Wannsee, que les Juifs doivent s'éliminer tout naturellement du fait de la déportation, puis du travail forcé, et que le résidu qui en survivrait devrait être éliminé, même si, comme souvent lorsqu'il s'agit d'organiser un génocide, les termes ne sont pas explicitement mentionnés. Nous distinguons en revanche dans ce processus, s'il s'agit d'un processus d'exploitation, comme dans le cadre du STO ou de la main-d'œuvre forcée employée par le Japon impérial, ou alors un processus d'élimination, pour en penser là au centre de mise à mort, et d'une certaine façon aussi à l'URSS. L'URSS est un cas complexe, car officiellement il s'agit de rééduquer. Les prisonniers ont une peine, ce qui laisse entendre qu'une fois leur peine purgée, ils pourront regagner leur vie civile. Cependant, le pourcentage de mortalité extrêmement élevé au sein des goulags peuvent laisser penser qu'il s'agit plus d'un processus d'élimination. En tout cas, il ne s'agit pas d'un processus d'exploitation, car la main-d'œuvre exploitée dans les goulags n'était pas rentable économiquement parlant. Ainsi, les déportations doivent être comprises dans un temps long. Un temps long qui s'inscrit à partir des lois de Nuremberg pour l'Allemagne, à partir du processus de dékoulakisation pour l'URSS, et à partir de la première invasion de la Mandchourie pour le Japon. Et en recontextualisant ces déportations, il s'agit maintenant de s'interroger sur la finalité de ces déplacements forcés. S'agit-il d'un assassinat, d'une volonté de les faire travailler, ou d'assassiner par le travail? La catégorisation est malaisée, mais semble nécessaire. Nous allons maintenant, dans une seconde partie, voir en quoi le système concentrationnaire nazi comporte certaines spécificités. Auschwitz est souvent considéré comme la métonymie de la Shoah. Nous parlons d'Auschwitz comme nous parlerions de la Shoah, voire comme nous parlerions du nazisme. Pourtant, c'est plutôt l'exception. En effet, si le camp de Auschwitz-Birkenau est considérable par les quantités, par le nombre d'individus passés par ce camp et éliminés, 1 million de déportés pour 860 000 tués à leur arrivée et 100 000 dans les camps, donc seulement 40 000 survivants, eh bien c'est une exception car c'est le seul complexe concentrationnaire où un centre de mise à mort, Birkenau, jouxte un camp de concentration, Auschwitz. Ainsi, si nous interrogeons sur le système concentrationnaire nazi, nous pouvons, en essayant de comprendre le point de vue des nazis, et là, il est important de noter que comprendre ne signifie pas justifier, mais que pour expliquer, il faut se mettre à la place d'eux. Eh bien, pour comprendre la pensée nazie, il s'agit de 3 raisons qui peuvent justifier la déportation puis l'élimination de certains groupes. Celle liée à la pureté du sang allemand. Les nazis sont dans une politique eugéniste d'eugénisme social, liée à cette idée d'un darwinisme social qui créerait des races supérieures et d'autres impures. Et parmi les races supérieures, la race aryenne a pour eux vocation à dominer l'ensemble du monde.
Mais pour cela encore, faut-il que cette race aryenne soit pure. Cette pureté qui justifie selon eux l'élimination des personnes handicapées et l'élimination des personnes homosexuelles masculines allemandes, persécutées tant pour leur déviance supposée que pour le fait qu'un homosexuel, par définition, ne procrée pas. Or, l'Allemagne est dans une politique nataliste explicite. Outre les questions relatives à la pureté du sang, se pose la question du traitement des races inférieures, comme les Juifs, les Tziganes et dans une certaine mesure les Slaves d'Europe de l'Est. Et enfin, l'élimination des opposants politiques, qu'ils soient communistes, résistants ou témoins de Jéhovah, puisque dans le cadre des témoins de Jéhovah, ce n'est pas tant l'aspect religieux qui gêne, que le fait que, étant objecteurs de conscience, ils ne servent pas dans l'armée et sont donc considérés par le Troisième Reich comme des opposants politiques. L'Allemagne a construit une économie de guerre qui repose sur la déportation. Notons qu'en août 1944, 7,6 millions de travailleurs étrangers travaillent pour l'Allemagne, dont 2 millions d'étrangères. Ne l'oublions pas, ces déportations touchèrent l'ensemble de ces groupes sociaux, hommes, femmes, enfants. Et parmi ces 7,6 millions de travailleurs étrangers, 87% provenaient de l'Est de l'Europe, prouvant ainsi que cette guerre est une guerre d'anéantissement. Pour le cas du Japon, nous pouvons distinguer donc les travailleurs serviles qui travaillent sur des projets utiles à l'armée japonaise, comme le chemin de fer Thaïlande-Birmanie, dont un célèbre film a été tiré, ou la question des prostituées, ce qu'on appelait les femmes de confort, chinoises, sud-coréennes, qui travaillaient dans un système institutionnalisé, déshumanisant, par leur cadence de rapports sexuels journaliers, pouvant excéder la vingtaine, et dont certains procès sont encore aujourd'hui en cours, l'État japonais étant poursuivi par ces femmes coréennes, chinoises. Et d'ailleurs, le négationnisme relatif mais réel du Japon est aujourd'hui la raison de nombreuses tensions entre la Corée du Sud et le Japon, pays qui sont par ailleurs, sur le plan géopolitique, des alliés. Enfin, la question de l'URSS. Pour le goulag, officiellement, le but n'est pas la mise à mort systématique, mais la rééducation. Cela est prouvé par la durée des peines, même si celles-ci sont souvent excessives par rapport à la peine jugée. Jürgenson et Nicolas Werth, dans le goulag, témoignages et archives, ont montré que ce fut près de 4 millions de morts pour les goulags soviétiques, et que parmi ces 4 millions, certaines nationalités sont beaucoup plus touchées que d'autres. Les Polonais, les Ukrainiens, les Baltes, c'est-à-dire les populations vivant plutôt à l'ouest de l'URSS, montrant vraiment que cette zone tampon entre l'Allemagne et l'URSS était véritablement le théâtre de cette guerre d'anéantissement. Mais finalement, ces déportations, même si nous ne les traiterons pas parce que cela nous ferait sortir de nos bornes chronologiques, s'inscrivent dans un processus beaucoup plus large pour l'URSS que 1939 et 1945, que nous pourrions faire commencer en 1929 avec la découlakisation et achever en 1953 avec la mort de Staline. N'oublions pas que le complot antisémite, antisémite de la part de Staline, des blouses blanches, ne précède que de quelques semaines la mort de Staline, montrant ainsi que le processus de déportation, hélas, ne s'est pas achevé en URSS avec la Grande Guerre patriotique. Ainsi, il est difficile de comparer des déportations ayant des objets et des modalités différentes, et ce parfois au sein d'un même État. Pensons que pour l'Allemagne, un travailleur français réquisitionné dans le cadre du STO n'était évidemment pas traité de la même façon que l'un juif polonais envoyé au centre de mise à mort de Birkenau. Il s'agit de mettre en lien ces déportations avec les violences de masse qui eurent lieu durant la guerre, et à ce sentiment d'impunité chez les bourreaux, né peut-être de ce millénarisme, de cette idée que de toute façon, pour reprendre les mots de Joseph Goebbels, ministre de la propagande du Troisième Reich,
Après cette guerre, il n'y aurait pas de vainqueurs et de vaincus, mais seulement des survivants et des anéantis. Dans notre troisième partie, il sera question de la notion de devoir de mémoire. Cette notion de devoir de mémoire, qui peut sembler contemporaine, finalement, voit le jour dès la Seconde Guerre mondiale. L'historien Pierre Vidal-Naquet, dans Simon Dubnov, L'homme mémoire, cite les paroles de ce juif letton qui aurait dit le 8 décembre 1941 à Riga « Bonnes gens, n'oubliez pas, bonnes gens, racontez, bonnes gens, écrivez. Racontez, écrivez. » Il s'agissait pour les victimes de laisser une trace de ce qu'elles vivaient. Peut-être pour que l'histoire puisse les juger, puisse les défendre, eux qui de leur vivant n'ont pas bénéficié de cette défense. La Commission centrale d'histoire juive de Pologne note qu'entre 1944 et 1948, ce sont près de 7300 témoignages qui ont été recueillis. Ainsi donc, il est faux de prétendre que les victimes se sont emmurées dans le silence, même si évidemment une explosion du nombre de témoignages de ces déportés a vu le jour lors de la deuxième génération, c'est-à-dire autour des années 60-70, notamment du fait de films Shoah ou Holocauste. Nous l'avons vu, il y a un grand nombre de groupes sociaux qui furent déportés. Cela pourrait inviter à une concurrence mémorielle. Et pourtant, il est nécessaire d'aller au contraire vers une convergence mémorielle, voir ce qu'il y a de commun entre les déportés de la Seconde Guerre mondiale et même les déportés de ces logiques génocidaires qui ont tristement marqué le XXe siècle. Jean-Michel Chaumont, dans La concurrence des victimes, a montré finalement comment certains groupes furent effacés. Nous pensons notamment aux Tziganes, dont l'histoire de la Seconde Guerre mondiale est en train d'être faite, mais c'est faite beaucoup plus tardivement que l'histoire de la Shoah. Alors, la question de la mémoire tzigane peut être expliquée par le fait qu'il s'agit de populations qui utilisent peu l'écrit, des populations essentiellement orales, et ainsi la mise à l'écrit tardive peut peut-être s'expliquer par cela. Aussi, cette difficulté pour des groupes qui ont été encore stigmatisés après la Seconde Guerre mondiale à faire entendre leurs paroles. Pensons aux Tziganes, pensons aussi aux homosexuels, pénalisés dans un grand nombre de pays, y compris des pays occidentaux, ou aux témoins de Jéhovah. Ainsi donc, il est difficile de trouver le bon terme. Le bon terme pour définir ces déportations et le processus d'élimination qui souvent leur a succédé. Doit-on parler d'Holocauste, comme le font les anglo-saxons, même si la dimension religieuse du terme peut sembler inappropriée? Doit-on parler de Shoah, quitte à réutiliser un terme hébreu qui, du coup, laisserait de côté les autres groupes sociaux? Ou alors, parler d'un génocide qui toucha les juifs et tziganes, pour parler des victimes, ou de génocide nazi, pour prendre le point de vue des bourreaux, et donc du coup faire la place à la grande variété des victimes, tout comme on parlerait du génocide des Khmers rouges. Les enjeux mémoriels ont aussi été liés à des enjeux judiciaires. Lors du procès Papon, des historiens ont été invités à témoigner. Et Henri Rousseau ou Pierre Vidal-Naquet, qui ont refusé de jouer le rôle de témoin, montrent que l'historien ne doit pas être juge. L'historien peut fournir un matériel réutilisé ensuite par la justice, mais son rôle est au-delà de la justice. D'ailleurs, se pose la question des lois condamnant le négationnisme. En effet, la loi peut-elle interdire des propos d'historiens, même si aujourd'hui, aucun historien reconnu et respecté dans le monde universitaire ne défend encore des thèses négationnistes. Avec la mort des derniers survivants, ces passeurs de mémoire,
ces déportations et les génocides auxquels elles sont liées ne sont plus vraiment un objet d'histoire immédiate, mais désormais un objet d'histoire contemporaine. On pourrait regretter aussi qu'aujourd'hui, la Shoah soit partout, mais du coup aussi nulle part. Si des contradicteurs dans un débat politique souhaitant humilier leur adversaire les associent au fascisme, au nazisme, à la Shoah, alors on obtient ce qu'on appelle le point Godwin, qui met fin au débat, ne permet pas la conversation et galvaude ce point dramatique de l'histoire mondiale, qui est tout, sauf un point de détail. Donc l'histoire de ces déportations est longue et chaotique. Elle montre l'importance du témoignage, mais aussi les difficultés à percevoir les formes de déportation autres que celles liées à la Shoah étant par son importance numérique, rappelons-le, 5 millions de morts, prédominante dans l'historiographie des déportations. C'est donc toute une histoire qui reste à faire, à inclure dans un processus d'histoire mondiale et comparée. Nous allons maintenant passer à la transposition didactique et pédagogique pour la classe de terminale. Ce sujet est traité par les élèves à l'occasion du chapitre 3 de leur premier thème, la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas un sujet nouveau pour eux. Ils ont déjà eu l'occasion de l'étudier en troisième dans le thème 1 qui allait de la Première à la Seconde Guerre mondiale. Le chapitre 3, là aussi, était lié à la notion de Seconde Guerre mondiale, guerre d'anéantissement. Ici, en terminale, l'aspect français et l'aspect mondial sont mêlés à un même chapitre et nous voyons que le programme demande explicitement à montrer le processus menant au génocide des Juifs. Ainsi donc, les déportations ont toute leur place, parce que comme nous l'avons vu, elles sont une étape allant du fichage, de la stigmatisation, de l'exclusion du corps national, jusqu'à leur élimination. D'ailleurs, il est demandé de mettre en avant les crimes de guerre, les violences et crimes de masse, la Shoah, le génocide des Tziganes. Et cela peut être pensé en lien avec le point de passage et d'ouverture, le front de l'Est et la guerre d'anéantissement. Nous construirions une séquence qui essaierait d'aborder la Seconde Guerre mondiale dans une dynamique véritablement mondiale. Il serait question du coup de puiser des témoignages, aussi bien sur le continent asiatique que sur le continent européen. Nous pourrions envisager de diviser la classe en différents groupes, qui auraient des témoignages extrêmement variés, de groupes sociaux différents, pour montrer finalement entre ces témoignages ceux qui les rapprochent et ceux qui les distinguent. Nous pourrions envisager une séance qui soit consacrée à l'étude de l'œuvre de David Holler. Il serait demandé aux élèves, dans une dynamique en lien avec l'histoire des arts, de décrire et d'analyser cette œuvre, pour en faire ensuite, par exemple, un sujet d'oral. N'oublions pas que les élèves de terminale ont un grand oral où il leur faut prendre la parole pendant 5 minutes pour traiter avec conviction et éloquence d'un sujet. Nous pourrions distinguer là aussi 2 types de sources. Faire travailler une partie de la classe sur cette œuvre, ce dessin réalisé par David Holler, déporté juif français, qui retrace ici son expérience de déporté. Il a d'ailleurs dans d'autres dessins relaté son expérience de sondeur commando. Nous pourrions aussi faire travailler notre groupe sur un texte. Celui de Primo Levi, si c'est un homme, semble tout à fait approprié, même s'il faut alors mettre en garde les élèves contre le risque de paraphrase, finalement, et que si une bonne analyse de texte doit toujours rester proche du texte, il lui faut néanmoins réussir à toujours recontextualiser le propos de l'auteur, voir ce qui est lié à la subjectivité de celui-ci, mais aussi à
ses conditions et son contexte historique d'écriture. C'est un chapitre qui généralement passionne les élèves, mais qui suscite aussi chez eux énormément d'émotions. Dans le cadre d'une pédagogie différenciée, il est important d'avoir conscience que certains élèves vont avoir peut-être besoin d'exprimer des émotions. Et que si l'historien se fait un devoir d'objectivité, l'historien n'en demeure pas moins un humain avec ses émotions et apprendre aux élèves, justement, à gérer celles-ci sans pour autant les nier. Nous pourrions envisager comme évaluation de demander à 2 élèves de passer, un sur l'œuvre de David Oller, l'autre sur le texte de Primo Levi, et de construire un grand oral de 5 minutes. Leur montrer finalement comment prendre la parole, comment argumenter, persuader son auditoire. À la fin de chaque oral, nous pourrions, dans une démarche de mutualisation des compétences, demander aux différents élèves de la classe leur avis sur l'oral, leurs conseils, et éventuellement ensuite, après ce travail de commentaires du reste de la classe, et bien finalement utiliser le grand oral de chaque élève pour en construire la trace écrite qui servirait à garder finalement la trace de ce cours. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Non, sur ce, nous pourrions envisager comme prolongement un certain nombre de lectures, si c'est un homme, de Primo Levi, que nous avons déjà cité, le journal d'Anne Frank, qui montre l'expérience d'une adolescente juive dans le contexte de cette guerre, la bande dessinée Maus de Art Spiegelman. Nous pourrions penser à des extraits de films, Nuit et brouillard d'Alain Resnais ou Shoah de Claude Lanzmann. Et nous pourrions même aller jusqu'à envisager des visites au mémorial de la Shoah, ou peut-être aussi pour justement donner la part à cette histoire qui concerna aussi les populations nomades de France, le camp de Montreuil-Bellay, qui fut un camp d'internement des Tziganes durant la Seconde Guerre mondiale. Les questions. Alors, je vais vous redonner les questions qui m'ont été posées, les réponses que j'ai données, et quand je n'avais pas la réponse, je vous dirai ensuite ce que j'ai trouvé avec mes recherches. Alors, qui était Eichmann? Eichmann était un haut dignitaire nazi responsable de la solution finale. Oui, j'en savais pas plus. Mais son rôle dans l'historiographie est important à travers le procès qu'il eut à Jérusalem, parce qu'il fut retrouvé bien après la Seconde Guerre mondiale, et surtout l'œuvre qu'en fit Hannah Arendt, voyant dans Eichmann la banalité du mal, Eichmann étant dépeint dans son œuvre comme un homme tout à fait ordinaire, qui cherchait à se déresponsabiliser de son rôle dans la solution finale. Vous avez parlé du génocide tzigane. Quel est le nom spécifique qui désigne ce génocide? Alors, je sais effectivement qu'il y a un terme qui commence par un P, mais je suis désolé, je ne m'en souviens pas. Le terme en question était porajmos. Bon. Où et quand fut jugé Eichmann? Il fut jugé à Jérusalem à la fin des années 50. En fait, à 1960. Qui a écrit La banalité du mal? Hannah Arendt. Qu'est-ce que cela voulait-il dire? Eh bien que parmi les bourreaux, finalement, il s'agissait alors de gens ordinaires. Vous avez parlé de l'homosexualité. Quand est-ce qu'elle fut dépénalisée en France? Dans les années 70, il me semble. C'était en 1982. Quelle est la première manifestation en faveur de l'homosexualité aux États-Unis? La Gay Pride? Oui, la Marche des Fiertés, en 1970, précisément. Vous avez cité dans vos ouvrages les terres de sang. Qu'est-ce que sont les
terre de sang d'après Timothy Snyder. Il s'agit des pays situés entre le Troisième Reich et l'URSS, c'est-à-dire la Pologne, les pays baltes. Quand est-ce que le Japon attaque la Chine 1937. Pourquoi sont mis en place les premiers camps début 1939 en France? Ils sont mis en place pour accueillir alors les républicains espagnols, notamment le camp de Rivesaltes par exemple, puis par la suite celui de Sept-Fonds. Qui était Annette Vorka? C'était une universitaire spécialiste de la Shoah qui elle-même fut concernée familialement par ce génocide. Et qu'entend-elle par ère du témoin? Il s'agit de la période où les survivants peuvent encore témoigner. Quelle différence faites-vous entre cold cause et soft cause? Ah là, je l'ignore complètement. Oui, c'est vrai qu'il y a deux termes que j'associe pour moi à des fermes collectives soviétiques, mais voilà. La correction m'a montré que les kolkhozes sont des fermes collectives qui autorisent des lopins privés avec des moyens de production communs. C'est donc une production partagée, alors que les sovkhozes sont de grandes propriétés sur des terres confisquées. Voilà. Quelles sont les conséquences foncières de la dékulakisation? Eh bien, il s'agissait de nationaliser les terres agricoles, alors possédées par ces paysans dits aisés, en fait, étaient considérés comme kulak tout paysan propriétaire. Et ainsi, ces terres étant nationalisées, elles pouvaient servir à la création des kolkhozes. Parlant des déportations, vous avez montré une femme tatar travaillant dans le STO. Que savez-vous des relations entre Staline et les Tatars? Les Tatars vivaient en Crimée, donc dans la République de Russie, du RSS, puisqu'elle n'était pas encore ukrainienne. Il s'agissait de musulmans accusés pour Staline d'être défavorables à la révolution. Bon, en fait, j'ai fait quelques recherches, la Crimée fut occupée par les nazis de 1941 à 1944, et les Tatars furent accusés par la suite de collaboration, et 45% d'entre eux mourirent en déportation. Enfin, peut-on parler de déportés pour les handicapés? Eh bien non, je considère effectivement que même s'il était pertinent selon moi d'en parler dans cette orale, le terme de déportation est assez impropre, car en fait là, c'est le processus d'élimination qui est venu à eux. Et ils n'ont pas été déportés vers les lieux d'extermination, mais tués sur place dans les hôpitaux où ils résidaient. Cette opération, vous avez dit que c'est l'opération T4. Pourquoi ce nom? Alors là, je l'ignorais complètement. Non, je l'ignore. C'est un nom qui a été donné en 1945. C'est l'adresse du bureau central de l'opération, où cela a été décidé. Enfin, qu'est-ce que l'eugénisme? Eh bien, c'est un processus de sélection dans une population souhaitant homogénéiser en quelque sorte un corps social. Il peut passer par une politique d'extermination, à travers l'élimination d'éléments jugés faibles, ou alors par la stérilisation, pour éviter la naissance d'éléments jugés faibles aussi. Justement, dans l'opération T4, avant que les personnes en situation de handicap soient éliminées, elles étaient tout d'abord stérilisées. Et ainsi, donc, s'est achevé mon oral. Alors, je reviens voilà, sur le fait que ce n'est évidemment pas au mot près l'oral que j'ai fait à Châlons. Déjà, il me manque les documents. Donc, sans documents, ce n'était pas évident. Vous voyez, au niveau du temps, je me suis un peu dépêché vers la fin, mais du coup, en fait, j'en avais un petit peu trop pour ma transposition didactique et pédagogique. Il faut savoir que ma transposition didactique et pédagogique, je n'avais rien.
franchement, j'avais rien. Donc j'avais les quelques documents que j'avais eu le temps de numériser, que j'avais mis sur mon ordinateur, mais moi, sur mon brouillon, je n'avais rien, donc j'ai fait une sorte de blabla comme ça, assez peu convaincant. Concernant les questions, j'ai vraiment eu l'impression qu'elles se sont focalisées finalement sur la question de l'homosexualité et des personnes handicapées. Alors peut-être que c'était le centre d'intérêt du jury, mais vous voyez, elles ont été extrêmement précises et elles portaient à chaque fois sur un élément qui avait été dit dans l'oral. Par exemple, ça pouvait sembler un peu déconnecté, sauf cause et kolkhoz, mais effectivement, j'ai dû dire le mot kolkhoz et du coup, ils ont embrayé là-dessus. Donc voilà mes brouillons. Là aussi, le but, c'est d'être le plus concret pour vous, pour voilà, voir que de toute façon, en 5 heures, la perfection n'est pas possible. Et donc du coup, il vous faut faire des choix dans votre brouillon. Si vous voulez tout traiter, vous ne pouvez pas le faire tout de façon, à mon sens, rédigée. Donc bon, là, je me mets le titre. Grand 1. Alors, il y a une ou deux feuilles que je ne vous ai pas numérisées, où c'était vraiment les 10 premières minutes que j'ai consacrées à écrire tous les mots-clés qui me venaient en tête. Voilà. Mais je savais que je devais prendre 1, 2, 3. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas les faire recto-verso. C'est un coup à s'emmêler les pinceaux, alors qu'au moins, si vous faites juste sur le verso, vous pouvez avoir votre 1 posé sur le bureau, et déjà votre 2 qui est visible. Et hop, une fois que le 1, 2 est fait, et vous les passez comme ça l'un sur l'autre. Bon, moi c'est le conseil que je vous donne, c'est pas du tout écolo, mais on n'est pas là pour sauver l'Amazonie, mais pour avoir le concours. Et si vous avez le concours, vous n'aurez pas à revenir à Châlons l'année prochaine, et donc finalement c'est plus écolo, peut-être, n'est-ce pas? Donc vous voyez, l'intro que je vous ai faite, elle était intégralement rédigée. Bon, après, avec des petits schémas et tout ça, mais pour moi en tout cas c'est ce qui s'appelle de l'intégralement rédigé. La partie historiographie ne l'est pas, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui étaient déjà sur le PowerPoint. Donc là, j'ai rajouté sur ma fiche uniquement ce qui n'y apparaissait pas. Là, j'ai ma problématique et mon plan. Alors attention, comme le plan est long, généralement, le plan, le jury aime l'écrire. Donc débrouillez-vous pour ne pas l'afficher les quelques secondes avant la fin de votre introduction. Parce qu'en gros, c'est une diapo qui est super longue. Si on ne la voit que 20 secondes, le jury va être frustré. Donc ce que je vous conseille, c'est aller anticiper un petit peu pour finalement montrer cette diapo avec le plan entier, au moins 1 ou 2 minutes, que le jury ait le temps de tout noter. Et ce que je vous conseille aussi sur votre diapo, c'est à chaque fois de repréciser où vous en êtes dans votre plan. Il y en a même qui en fait réutilisent leur plan initial et qui juste mettent en gras un élément. Ce n'est pas bête. Vous voyez, par exemple, pour dire que vous en êtes là, eh bien vous mettez ça en gras. Bon, voilà. Après, à vous de trouver ce qui marche. Le podcast Pastona Grec de Caroline vous donne quelques exemples aussi, donc à vous de vous faire votre petite sauce pourvu que ça marche. Et ensuite, on arrive au devoir proprement dit. Donc là, vous voyez, en fait, je fais une partie par feuille. Et j'écris assez peu, finalement. Ça, c'est mon 1A, 1B, 1C. Et là, en rouge, ma transition. Je pense que ça, les transitions, c'est important de les soigner. En tout cas, moi, je les ai mis en rouge vraiment pour les avoir. Puis ensuite, 2A, 2B. Donc vous voyez là, on est à la moitié du devoir, ça se réduit. Hein. 2C. Toujours, transition en rouge. 3A, 3B, 3C, transition en rouge. Conclusion, on a vu mieux, mais voilà, on fait avec le temps que l'on a. On essaie de répondre à la problématique explicitement, ce que d'ailleurs j'ai peut-être dû mieux faire à Châlons que là sur la vidéo. Vous savez, j'avais posé 5 questions, et bien je pense qu'effectivement j'avais repris chacune de ces questions. Bon là il faut savoir que sur mon temps, j'ai réalisé qu'il me restait assez peu de temps quand j'étais à la conclusion, donc je l'ai peut-être un petit peu bâclé pour arriver finalement ensuite à une transposition démographique qui de toute façon didactique et pédagogique, une transposition qui n'était pas prête. Et enfin là, les questions. Voilà, c'est ça que je les ai notées après. Hein. Vous notez pas les questions pendant que le jury vous les pose. Hein. Mais voilà, dès que j'avais fini, que j'étais dans le spleen du train à rentrer chez moi en me disant que de toute façon, j'avais probablement fichu en l'air.
On pense tous ça, hein, donc vous l'aurez aussi. Hein. Ben, je me lisais ça. Voilà. Je me suis dit, voilà, pour l'histoire, hein, à quoi ça ressemble des questions d'agrégation. J'avoue que pourquoi T4 pour l'opération T4, là, bon, la dame qui m'a posé cette question, j'ai vérifié ensuite, elle a fait une thèse sur le handicap au 19e siècle, Allemagne, France. Donc je pense qu'elle en connaissait beaucoup hein, dessus. J'espère que cet oral vous a plu. Moi, je suis lessivé. Franchement, j'ai vraiment le sentiment de l'avoir refait. C'était horrible. Hein. C'est vraiment pour vous que je l'ai fait. Mais je pense que ça peut être bien comme témoignage pour ceux qui vont aller pour la première fois à Châlons-en-Champagne pour passer les oraux, voilà, de voir à quoi ça peut ressembler. Vous voyez, c'est un peu fait à l'arrache. Hein. Enfin, je vais vous donner ma note. J'ai eu 15 sur 20 à cet oral. Que je ne pensais pas avoir hyper bien réussi. Hein. Les questions, pour un tiers d'entre elles, j'avais des réponses imprécises. Hein. Donc voilà, avec ça, j'ai eu 15 sur 20. Donc à vous d'essayer de voir ce qui a pu être bien ou faible dans ce devoir. Moi, je pense que ce qui a été bien, c'est le fait que j'insiste sur le pluriel à déportation. Voilà, à pas foncer tête baissée dans la Shoah, mais à essayer de voir la multiplicité des situations, même si franchement tous les ouvrages que j'avais ensuite en bibliothèque m'amenaient sur la Shoah. J'ai trouvé quelques petits trucs, par exemple la question des handicapés uniquement, des homosexuels alsaciens et mosellans déportés, et que ça toucherait que eux, ça je le savais pas avant. Hein. Voilà, il y a des choses qu'on trouve comme ça au détour d'un bouquin, mais voilà, il faut vite vous l'approprier, le dire avec beaucoup de conviction, comme si vous l'aviez toujours su. Si vous avez des éléments de connaissance par ailleurs, je pense que ça peut être bien de les citer. Ça montre que vous êtes un peu curieux. Voilà, moi je savais que je suis très, très assidûment le cours de l'histoire. Et si j'avais un sujet qui, d'une façon ou d'une autre, pouvait faire lien, je voulais le citer. Voilà. Après, la faiblesse, à mon avis, c'est quand même la transposition didactique, qui était franchement faite à l'arrache. Mais en même temps, du coup, ça vous rassure. C'est-à-dire que même une transposition didactique pas incroyable peut vous permettre d'avoir une note tout à fait correcte à l'oral. Voilà, je vous conseille, si vous le pouvez, d'aller assister à des oraux à Châlons. Alors moi, j'étais passé le lundi. Donc du coup, en fait, j'ai fait mon premier oral d'agrégation sans avoir jamais entendu un candidat passer. Voilà, mais ça, j'avais pas le choix, j'étais la première fournée, en quelque sorte. Alors certes, en formation, on vous fait passer, il y a des oraux blancs, mais franchement, rien ne vaut les vrais oraux. Et moi, le grand enseignement que j'ai reçu des oraux que j'ai pu voir à Châlons, et je dis ça avec toute bienveillance pour les collègues que j'ai pu voir, hein, c'est que je n'ai vu aucun excellent oral. Voilà. Et je dis pas ça pour humilier les autres, et je pense que parmi ceux que j'ai vus, il y en a beaucoup qui ont dû avoir l'agrégation aussi, et je ne considère pas que mes oraux sont excellents non plus, loin s'en faut. Donc si je vous dis ça, c'est au contraire pour vous rassurer et vous dire qu'il ne faut pas viser l'excellence. Il faut arriver à gérer le temps, faire un plan à peu près équilibré, avoir un peu de temps pour parler de la transposition didactique et pédagogique, mais voilà, ne visez pas la lune, visez l'efficacité. Visez l'efficacité parce que ces 5 heures, elles vont passer à grande vitesse. Vous allez avoir le sentiment d'être dans une faille spatio-temporelle. Et voilà, bon courage. Petite précision, ça se fait par PowerPoint, par Word. Moi, j'ai que OpenOffice chez moi parce que je suis un prof et je suis pauvre. Et d'ailleurs, ça peut se questionner, ça, le fait qu'à un concours, ils utilisent un logiciel payant. Mais quoi qu'il en soit, je vous conseille de vous entraîner à faire des PowerPoint sur Word parce qu'il y a quand même quelques petites différences entre Word et OpenOffice. Petite subtilité, là vous avez vu, j'ai mis les numéros de diapo, ce qui permettait ensuite au jury pour les questions de dire par exemple est-ce que vous pouvez revenir à la diapo 7. Voilà, je pense que c'est assez pratique pour eux, donc voilà. Allez, bon là je suis lessivé, donc je vous fais pas l'oral de géographie aujourd'hui, je vais essayer de le faire mercredi après-midi et de vous le mettre en ligne. C'était un oral de géographie sur mer et océan. Alors là pour le coup, j'ai mes documents dans le PowerPoint. Voilà, vous pouvez les voir. S'il y en a parmi vous
qui veulent que je leur envoie les PowerPoint, pourquoi pas, hein. Franchement, je vous les envoie avec grand plaisir, hein. L'adresse, c'est toujours la même, thibautevin@hotmail.fr. Voilà. Après, très franchement, voilà, mon PowerPoint, je le trouve pas incroyable. Enfin, la seule chose qui est un peu intéressante, surtout que là, tous les documents ont disparu, c'est la problématique et le plan. Et effectivement, comme je vous l'ai dit sur la vidéo précédente sur comment préparer ses oraux, moi ce que je vous conseille, c'est prendre 5, 6, 7 sujets tombés les années précédentes, ou mettre un timer de 15 minutes avec un camarade de promo, et en 15 minutes, vous voyez si vous arrivez à tirer une problématique, un plan. Et je pense que juste de ça, on peut en déduire si vous avez vraiment cerné le sujet ou pas. Alors après, que l'on soit bien d'accord, hein, l'idée d'avoir sa problématique et son plan en 15 minutes avant d'aller à la bibliothèque, c'est un idéal. Moi, j'ai pas réussi à le faire. Ouais, je savais un peu vers où je voulais aller, mais je n'avais pas réussi à faire ça en l'espace de 10 ou 15 minutes, là. Enfin, du temps que vous avez incompressible avant de pouvoir aller à la bibliothèque. Je vous invite aussi à aller visiter évidemment la bibliothèque universitaire, enfin la bibliothèque pas universitaire, mais du concours qu'ils ont mis sur place, sachant que les visites ne se font pas en libre accès. Vous allez rire, mais bon, moi je suis un peu un pigeon quand même. Mais j'étais allé à Châlons quelques jours avant pour vraiment me poser, ne penser qu'à ça. Et du coup, la veille, je me promène devant le lycée, mine de rien. Et là, je vois qu'il y a plein de gens devant. Je me dis, ah, mais en fait, on peut peut-être visiter les choses dès maintenant, parce que je sais pas, il était 14h ou 15h, alors que normalement, la bibliothèque, il disait que la visite était vers 18h. Donc, je rentre dans le lycée, je demande est-ce que la visite de la bibliothèque, elle commence maintenant? Il dit, oui, elle va commencer dans 10 minutes. Alors super, je me dis, cool, je vais avoir plus de temps que prévu pour la visiter. Et là, je vois un groupe de personnes, je dis bonjour, je dis rien de plus, parce que de toute façon, j'étais un peu stressé de ça. Et là, ils commencent à dire, ah, merci pour la correction, mais franchement, ces accroches, c'était toutes les mêmes, à Chaplin. Et là, en fait, je réalise à ma stupeur que je suis au milieu des membres du jury. Parce qu'après tout, entre membres du jury ou candidat à l'agrégation, la différence d'âge n'est pas hyper marquée, quoi. C'est des profs qui évaluent d'autres profs, hein. Et donc là, mais qu'est-ce que je me suis senti mal. Et donc dans une grande lâcheté, je suis discrètement parti sans rien dire en espérant ne pas recroiser comme membre du jury les gens que j'avais vus devant, même si franchement voilà, le jury d'agrégation, ce sont des gens comme vous et moi, hein, qui sont franchement assez simples. Vous les voyez le soir au resto ou au bar à Châlons-en-Champagne, ils sont hyper bienveillants, franchement. Même si vous dites n'importe quoi, je pense au contraire que si dans leurs questions, ils vous poussent un peu dans vos retranchements, c'est qu'ils estiment que vous avez fait un bon oral. Et si vous les trouvez gentils, peut-être qu'en fait, c'est pas si bon signe que ça. Vous voyez ? En tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai eu. En géo, je les ai trouvés plutôt gentils et j'ai pensé survoler les questions, j'ai pris 10. En histoire, je les ai trouvés assez durs, impassibles, et j'ai pris 15. Donc voilà. Mais globalement, le jury, il n'est pas là pour vous déstabiliser. Les appariteurs, ils sont super sympas. Enfin, tout le monde est sympa. Tout le monde est sympa, mais il y a une sorte de stress sur place, assez communicatif. Vous voyez que des gens stressés. Voilà, dites-vous, en fait, c'est un concours interne, vous êtes déjà prof. Hein. Vous êtes déjà prof, alors oui, vous avez beaucoup bossé, vous avez envie de l'avoir cette année-là, et ça se comprend, mais faites un travail, à mon sens, faites un travail de gestion de stress. À mon avis. Ça, je pense que pour 90% des candidats, c'est indispensable. Voilà. Bon. Sur ce, bon travail, bonne dernière ligne droite. Et puis, dans quelques jours pour la géographie où nous irons du côté de la mer.